Et donc les cérémonies, vous comprenez, il y en a beaucoup. On a beaucoup de fêtes, des fêtes consacrées aux dieux, des fêtes consacrées à l'érection de bâtiments, à l'intronisation des souverains, on en a énormément. Ici, une fête très importante, c'est celle qui va marquer la ligature d'année, qu'on appelle donc la cérémonie du feu nouveau. Je vous parlais tout à l'heure des deux calendriers qui se rejoignaient à une même date au bout de 52 ans. Eh bien, ici, on a justement une représentation de cette ligature d'année qui se faisait à travers un sacrifice, et on ouvrait la poitrine d'un captif, on mettait le feu à l'intérieur et on allait allumer le feu sur des ballotins de roseaux que l'on enflammait, et ensuite on allait distribuer le feu dans toutes les habitations de la ville. Mais regardez sur le codex ici, on ne représente pas un sacrifié, on représente en fait 3 disques de jade, 3 cercles, vous voyez, parce qu'en Mésoamérique, les chiffres ont une importance, ont une symbolique aussi. Le chiffre 1, c'est l'unité, le chiffre 2, c'est la dualité, et le chiffre 3, eh bien, représente les 3 pierres du foyer, et donc représente le feu. 3, le feu, le jade, eau, eh bien on retrouve notre symbolique eau, feu, qui simplement représenté sous 3 glyphes de jade suffit à représenter le sacrifice. Mais si on ne connaît pas cette codification, si on n'accepte pas de le lire de cette façon-là, bien sûr, on n'y comprend absolument rien. Les Aztèques ne vont avoir de cesse de justifier leur légitimité sur ce territoire, sur cette empreinte-là. Les Aztèques sont les parvenus de la Mésoamérique. Ils arrivent un peu après tout le monde et ils prennent possession d'un territoire par la force. Donc, dans le Templo Mayor, eh bien, on va trouver des tas de petits indices qui nous montrent la façon dont les Aztèques vont chercher à récupérer les anciennes traditions pour qu'elles deviennent les leurs. Et par exemple, ici, vous avez la construction d'un tout petit temple de style Teotihuacan. Alors ça, je vous en parle dans ma conférence à propos de Teotihuacan. On a un petit escalier, il devait y avoir un petit édifice en matériaux périssables en haut. On va retrouver des glyphes de jade, regardez ces cercles, alors un peu édulcorés, un peu simplifiés, mais qui décorent la petite cour extérieure. Le motif de la natte entrelacée que l'on voit ici sur le côté, mais ce style-là est un style complètement Teotihuacan. Donc les Aztèques vont aller chercher des anciennes constructions, des cultures qui les ont précédées, et les incorporer à leur propre construction. Et du coup, on va trouver aussi, regardez par exemple, dans les offrandes qui ont été déposées dans le Templo Mayor, eh bien un masque de Teotihuacan, un masque en jade, donc bien sûr lié aussi au sacrifice, mais qui représente un visage humain stylisé. Et à droite, on a même un masque Olmec. Et ce ne sont pas des copies, ce sont des vraies pièces de l'époque Olmec, de l'époque de Teotihuacan, que l'on a récupérées, que l'on a enterrées pour justement montrer le respect que l'on a vis-à-vis des civilisations plus anciennes. Et voici ici la représentation de Coatlicue, la maman de Huitzilopochtli, celle dont je vous ai dit qu'elle était tombée enceinte avec cette petite boule de plume. Et regardez, Coatlicue, elle aussi, elle n'est pas très sympathique. C'est une divinité qui représente en fait un serpent, enfin des serpents, et Coatlicue se traduit par celle qui a une jupe de serpent. Et vous voyez qu'effectivement, elle a une petite jupe de serpent, le serpent étant lié à l'espace terrestre, mais comme le serpent mue, eh bien, il représente aussi la nouvelle végétation, le changement de végétation, donc la fertilité agricole. Et vous voyez que cette déesse, eh bien, elle porte un collier avec, regardez, le motif des figues de Barbarie que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont des cœurs humains, et la main ici qui est le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est l'instabilité. Donc on a toute une analyse sémantique qui se fait sur la figure de Coatlicue. Et à droite, une autre divinité très importante aussi dans le panthéon aztèque, qui est Mictlantecutli. Tecutli veut dire seigneur, Mictlan, c'est le royaume des morts. Donc on a le seigneur du royaume des morts, c'est-à-dire en fait la représentation de ce royaume. Et lui, il est facile à reconnaître parce qu'il a toujours une cage thoracique décharnée, une tête cadavérique, et il a le cœur, regardez, qui pend ici de sa cage thoracique. Cette jolie coiffe que vous voyez ici est une copie d'une coiffe que Moctezuma avait offert à Cortés et qui vous montre ici un art très développé chez les Aztèques qui est l'art de la plumasserie, dans lequel on va utiliser des plumes d'oiseaux tropicaux, et les quetzals on ne les trouve pas sur le plateau central, on va aller les chercher dans le monde tropical, donc le monde maya, qui n'est pas du tout concerné par l'implantation aztèque. Donc ce qui montre qu'on a des relations commerciales à grande distance avec des tribus qui ne sont pas des
les tribus conquises. Et donc, ces plumes de Quetzal, eh bien, regardez cette coiffe absolument extraordinaire. L'original se trouve à l'heure actuelle à Vienne. Et on a fait également des boucliers, comme par exemple ce très joli bouclier d'Ahuitzol, qui était l'empereur qui a précédé Moctezuma. Ahuitzol est en fait le nom d'une sorte de petit loutre de rivière, un animal qui à l'époque devait être présent dans la lagune de Texcoco, mais qui a disparu. Et regardez les magnifiques couleurs que l'on trouve représentées sur ce bouclier. On a très peu de choses en plume, parce que la plume est très délicate et malheureusement très fragile, mais le peu qu'on a nous montre que l'art de la plumasserie était extrêmement développé à l'époque aztèque. Et puis on a aussi tout ce qui est matériel de poterie, de céramique, et regardez ici un très joli vase en obsidienne polie, c'est une des plus jolies pièces que l'on trouve au musée d'anthropologie qui représente un petit personnage. On en a un autre en albâtre, et les mines d'albâtre se trouvent de la région de Puebla, donc c'est là que l'on va sortir cet albâtre et l'exploiter. On a aussi tout un ensemble de céramique dont on a retrouvé ici, regardez, une très jolie assiette représentant un aigle, donc n'oubliez pas, le soleil dans sa phase diurne. On a des représentations en escalier et en volute qui évoquent les glyphes toponymiques, la montagne et l'eau. Et puis ici, une urne avec un couvercle et une figure anthropomorphe représentée en modelé. Regardez la quantité de motifs, de couleurs qui apparaissent sur cette urne. Alors, beaucoup de ces pièces n'étaient pas nécessairement réalisées à Mexico, mais pouvaient provenir des villes adjacentes, notamment dans la région de Puebla, où on a une production de céramique très importante. On sait que les conquistadors ont trouvé de l'or lorsqu'ils ont pillé les temples avant de s'enfuir de Mexico Tenochtitlan. Mais malheureusement, du coup, cet or a disparu. En 1981, sur un chantier, tout à fait par hasard, on a retrouvé cette barre en or. Les barres en or, ça n'existe pas à l'époque préhispanique. Les lingots, ça n'existe pas. Ça, c'est une production espagnole. Donc ça veut dire qu'on a là un résidu d'un objet en or qui a été fondu pour être mis sous forme de barre, sous forme de lingot, afin de pouvoir être exporté plus tard en Europe. Donc on a très peu d'objets en or parce que tout a été pillé au moment de la conquête et on ne retrouve des objets en or que dans quelques tombes, dans quelques lieux d'offrande où on a souvent des petites plaques laminées qui représentent des pectorales, des ornements de front, de couronne par exemple, ou de boucles d'oreilles, mais en réalité le matériel que l'on a d'orfèvrerie est extrêmement réduit. Il faut dire aussi que l'or en Mésoamérique n'aura jamais la même valeur que le jade. Le jade, c'est la pierre précieuse par excellence. L'or arrive très tardivement en Mésoamérique, à partir du Xe siècle de notre ère, c'est-à-dire à l'époque toltèque, et sera travaillé à travers une influence sud-américaine et des techniques sud-américaines qui parviendront en Mésoamérique. Mais en Mésoamérique, en fait, on a pendant des siècles considéré que le jade était la pierre la plus précieuse et que rien ne pouvait être aussi précieux que le jade. On comprend pourquoi, puisque le jade a toute cette portée sémantique et symbolique que je viens de vous expliquer. Et ici, des tambours en bois qui nous montrent qu'on avait aussi beaucoup d'objets réalisés en bois qui ne nous sont pas tous parvenus malheureusement, mais ces tambours scandaient eh bien, le rythme des cérémonies parce que pour chaque grande cérémonie, eh bien, il y avait de la musique et il y avait de la danse. Et on sait que par exemple, les captifs que l'on sacrifiait, on les faisait danser jusqu'à épuisement, on les enivrait, on les faisait monter en titubant en haut des marches et ils étaient déjà un peu oxy au moment où on leur arrachait le cœur de la poitrine. Donc les instruments de musique, à l'époque, on ne connaît pas les instruments à cordes, on n'a que des instruments à percussion et des instruments à vent, mais on devait avoir des fêtes absolument monumentales et énormes qui donc se terminaient systématiquement par un acte sacrificiel. Et cette dernière diapositive ici vous présente eh bien, les funestes présages que va recevoir Moctezuma au moment de l'arrivée des Espagnols. L'Empire aztèque est à son apogée. Et Moctezuma n'imagine pas un seul instant que des hommes barbus montés sur d'étranges animaux et naviguant sur les flots vont débarquer pour lui voler son empire. Et il ne comprend pas, il sait très bien que ces hommes ont débarqué sur la côte du golfe du Mexique, mais il ne comprend pas qui ils sont, ce qu'ils volent, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Donc Moctezuma va essayer d'abord la manière, on va dire, diplomatique, en faisant des cadeaux et en espérant, d'où la coiffe dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en espérant du coup, eh bien,
que les Espagnols feront demi-tour avec leurs cadeaux. Manque de chance, ça n'a fait qu'attiser bien sûr la convoitise des conquistadors quant à la richesse de l'Empire, et ça va motiver encore plus leur déplacement à l'intérieur du territoire. Et donc ce que vous voyez sur la diapositive ici, eh bien c'est une comète qui, nous dit-on, est apparue dans le ciel de façon tout à fait impromptue et qui annonce un mauvais présage. En tous les cas, c'est comme ça que les prêtres vont l'identifier. L'eau de la lagune de Texcoco va se mettre à battre très fort, des vagues très fortes vont déferler sur la lagune, et donc là aussi on va analyser ça comme étant un très mauvais présage, ce qui n'était pas exactement faux, puisque lorsque Cortés arrive à Mexico-Tenochtitlan, Moctezuma n'a pas d'autre choix que de le recevoir, mais quelques temps plus tard, Cortés, bien sûr, va trouver une façon d'exécuter Moctezuma, et quelques temps plus tard, de prendre la ville de Mexico à travers un siège qui va durer plusieurs mois et qui va être particulièrement mortel. Donc voilà, cette présentation sur les Aztèques, elle a pour but de vous montrer les éléments les plus importants de la cosmovision, de cette symbolique et de ces chaînes sémantiques extrêmement codifiées que l'on trouve en Mésoamérique, que j'ai déjà abordé dans ma conférence sur les Olmecs, mais que vous retrouvez ici. Et je vous invite donc à suivre la conférence sur Teotihuacan afin d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'était cette grande cité de Teotihuacan, comment est-ce que l'on peut aborder la culture Teotihuacan sous un angle Nahua, justement, sous l'analyse des pièces que je vous ai présentées ici, et en tissant des liens entre les sites et les cultures les plus anciennes et les cultures les plus récentes que l'on connaît mieux à travers les chroniques qui nous ont été données. Voilà, je vous remercie pour votre attention.